Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet qui me tenait à cœur, j'ai un peu retardé la publication du podcast, j'avais des choses à ajouter. Commençons. Lorsque vous enregistrez votre commerce pour être localisé sur Google, je vous parle d'une expérience que j'ai vécue ayant été commerçant, vous le faites évidemment pour avoir des avis clients et puis donc pour avoir une existence sur Google Maps. Je vous parle bien d'un commerce donc dans le dur et pas d'un site internet. Le site sera relié à ce commerce qui est donc référencé sur Google Maps. Donc Google va vous envoyer des rapports de compte rendu avec le nombre de personnes qui ont tapé le nom de votre commerce ou qui ont fait une recherche large sur votre type de prestation de service ou de produit, et le nombre de personnes qui ont cliqué notamment sur l'itinéraire, c'est-à-dire vous connaissez ce bouton, je pense, de aller faire la requête pour vous amener jusqu'au magasin. Et je recevais chaque mois un compte rendu, peut-être chaque semaine, je sais plus, non, ça doit être le mois, mais avec des chiffres qui étaient délirants. Donc là, dès le début, j'ai tiqué. Parce que vous connaissez votre clientèle, qui sont souvent des habitués, et pour peu que ce soit un petit village, ce serait encore pire. Vous percevez que ces chiffres, ce sont c'est du bullshit total. C'est vraiment du bullshit. Et puis un client qui arriverait avec le portable dans sa main pour se géolocaliser, pour peu qu'il y ait la voie parlante première à gauche, mais ça se repère de loin un client comme ça. Donc Google ment ouvertement sur les recherches. Et quand vous êtes dans une petite ville, ou bien même dans une grande ville, mais que vous avez un petit commerce et qu'on vous explique que 3000 personnes ont cherché le nom de votre commerce, n'importe quoi, enfin, mais qui va croire ça? C'est démesuré comme niveau de mensonge et de bêtises, quoi. Donc déjà, première chose qui m'a fait percuter. Et on va continuer. J'ai fait appel après à Facebook. Je suis obligé de vous parler de mon expérience personnelle, mais on va élargir après. J'ai fait appel à Facebook. Et là, j'ai payé. Donc, j'ai fait appel à leur service payant pour promouvoir ma page internet Facebook du commerce, afin de mettre en avant l'entreprise. Et là, vraiment, c'est du même acabit, quoi. Alors déjà, on débourse une somme. Alors, en l'occurrence, pour moi, elle n'était pas énorme, ça devait être une centaine de dollars, quoi. Et je me retrouve avec une foule de likes sur ma page, donc qui mettent en avant effectivement, qui font monter ma page. Le référencement peut-être, et encore, je suis même pas sûr. Mais donc, elle est propulsée très fort en termes de likes. Mais sur le terrain, en termes de clients, c'est-à-dire en termes de conversion de vente, mais il n'y a rien. Vous pouvez avoir 200, 300, 500 likes en plus sur votre page Facebook, mais votre commerce, il est vide, il reste vide. Ça n'a pas d'impact. C'est-à-dire que le taux de retour et de conversion est nul, voire négatif, puisqu'on a déboursé une somme. Alors pourquoi? Eh bien, pas mal vont le savoir, mais tous ces clics de like sont totalement achetés, vendus, c'est à vendre. Donc même en s'imaginant qu'il y a une campagne de pub qui mette en avant la compagnie, on a affaire à derrière un service fantôme. Exactement comme les applications de rencontres qui vont créer des faux profils, des faux matchs, qu'ils vont flouter et il faudra payer pour pouvoir découvrir qui vous a matché. Puisqu'il y a tout un univers qui s'est créé autour de ce monde, qu'on appelle notamment les fermaclics. C'est l'industrialisation vraiment des clics de like, et puis tous les faux profils qui y sont inhérents. C'était bon de vous rappeler ça pour progressivement aller vers le sujet. Prenons par exemple Elon Musk et Twitter. Lorsque vous payez un réseau social ou un influenceur, donc imaginons que par exemple vous fabriquez des vêtements. Votre commerce, il est bien réel, avec des vrais biens, de la valeur tangible. Cette valeur réelle, vous souhaitez communiquer dessus. Mais en face de vous, vous avez des publicitaires que vous devez payer. Mais la valeur ajoutée des publicitaires devient extrêmement douteuse, puisque tout est centralisé et digitalisé, et donc c'est complètement trucable à volonté. Ici, sur le cas d'Elon Musk, pourquoi est-ce qu'il avait souhaité annuler sa transaction d'achat Twitter? Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Parce que Twitter refusait de répondre à une question très simple, c'était combien y a-t-il de faux comptes au sein de Twitter? Et c'était une question mais ô combien pertinente. Parce que la valorisation d'un publicitaire est le nombre de comptes. Un influenceur, c'est la même chose. C'est extrêmement facile pour un influenceur de payer des milliers de faux comptes, les usines à ferme, les usines à clics, et de faux likes et de faux followers pour faire gonfler sa page et croître virtuellement. Donc sa force de vente publicitaire croît virtuellement, mais derrière, tout est virtuel. Les clients potentiels que vous vendez en tant que publicitaire, aux commerçants, à l'industriel ou autre, ces prospects potentiels, potentiellement clients, n'existent pas et n'ont jamais existé. Ils sont issus d'usines à clics. C'est juste des fermes industrielles de smartphones qui cliquent toute la journée. Donc l'influenceur va demander pour un placement de produits, de bijoux, de jeans que vous produisez, qui correspond à un certain nombre de ses abonnés, une somme. Mais si tous les comptes qu'il a sont faux, là on est plutôt dans du vol, de l'arnaque, de l'extorsion. Aussi là du coup on se retrouve avec une fausse valeur publicitaire, une fausse valeur ajoutée. C'est du néant. Et dans le cas d'Elon Musk, c'est pire. C'est-à-dire c'est d'autant plus vrai si le publicitaire est directement le réseau social lui-même. Donc, site de rencontre, par exemple. Dans le cas de Twitter, Musk, dans son entrevue avec Tucker Carlson récemment, détaille de quelle façon, en fait, il avait viré 80% du personnel de Twitter après le rachat. Et Tucker Carlson s'étonne, mais du coup, ça fonctionne quand même l'application, même après avoir viré autant de personnes? Et lui laisse comprendre que tous ces employés-là, ils étaient chargés donc soit de censurer, soit de gérer des faux comptes. En fait, c'était une immense armée de trolls, des trolls qui gonflaient la valeur de Twitter par un excédent d'utilisateurs fantômes et permettaient en plus d'orienter les opinions publiques et donc politiques. Bon alors, j'effectue une parenthèse, je ne dis pas que j'idéalise Musk, c'est encore tout un autre sujet, qu'il n'est superbe ou autre. Euh, Lui-même, il utilise ce procédé puisqu'il appelle à acheter des shitcoins quelconques au moment où il les vend, puisqu'il les a déjà possédés en amont. Donc il les vend au plus haut. C'est juste un énorme schéma de Ponzi comme Andrew Tate. D'ailleurs, on va en parler Andrew Tate. Le type a compris qu'il doit utiliser des shorts choquants, donc des stories ou autres, avec des répliques et des avis choquants pour faire le buzz. Puisque derrière le buzz réalisé, les utilisateurs vont souhaiter savoir comment faire fortune comme lui. Et là, ça démarre. Ils sont amenés à cliquer sur un lien, en dessous ou à côté de la vidéo ou du compte. Et à partir de là, vous êtes redirigé sur son site internet qui vous explique comment faire fortune. Et là, boum, vous êtes en plein dans le schéma de Ponzi. Puisque la formation vous expliquera qu'il faut de nouveau créer un compte qui relaie les mêmes vidéos d'Andrew Tate avec un lien d'affiliation pour vous rediriger vers la formation d'Andrew Tate sur laquelle vous toucherez une commission. C'est de l'affiliation de commission. Alors certains appellent ça donc du copywriting. C'est du schéma de Ponzi avec affiliation. Valeur ajoutée 0. Mais en fait, ça crée une énorme lame de fond avec cet effet d'écho et de miroir de tous les côtés. Parce que vous entendez parler de lui absolument partout, partout, partout. Puisqu'à chaque fois, le lien payant vous proposera de réitérer ce buzz contre une commission. Donc pourquoi la lame de fond serait un avis négatif? C'est forcément positif, puisque c'est une corruption passive, puisque tout le monde est impliqué et intéressé par l'affiliation. Donc personne n'a d'intérêt financier à le critiquer. Donc il crée un espèce de microcosme comme ça de... Pour moi, alors c'est encore autre chose, pour moi c'est un wokisme de droite, c'est-à-dire qu'il a un niveau intellectuel de 0. Le type est un combattant de MMA, le niveau intellectuel, il n'y a rien, c'est plancher. C'est juste une vulgarisation de la droite, mais à un tel niveau intellectuel que c'est une espèce de... Il a réinventé un wokisme de droite. En face, il va exciter les passions de l'extrême gauche,
et de l'autre côté, tous les marketeurs qui profitent pour gagner de l'argent, plus ou moins, et la plupart en bas de chaîne de Ponzi, rien du tout. Mais tout ce principe-là, Internet en est rempli. Mais alors, mais rempli. En fait, c'est la blague à Attali, le jean à une jambe. Les personnes achètent et revendent un jean à une jambe, et un jour, tout au bout de la chaîne, il y a un type qui décide de le porter. Mais évidemment, il y a une seule jambe, ça ne peut pas se porter. Et on lui explique, mais c'est pas fait pour être porté, c'est fait pour être acheté, vendu, acheté, vendu, acheté, vendu. Donc sa valeur est de zéro, c'est pas un produit tangible, il n'y a rien. Andrew Tate lui-même, dans certaines vidéos, explique qu'il avait payé sa première Aston Martin, d'abord en dealant, et ensuite, il avait fait des cams de nana, quoi. Il y avait tout un système de webcam de nana. Et puis, il s'est fait connaître avec une émission de télé-réalité dans laquelle il avait démarré tout son buzz. Et en quoi consiste son buzz, comme on l'a dit? C'est juste de faire des petites vidéos courtes avec des phrases choquantes pour faire, pour faire une émulsion. Mais quelles sont ces phrases? C'est-à-dire que les gens éventuellement l'admirent parce qu'ils disent «Oh, il dit des choses incroyables». Mais c'est parce qu'il a un aplomb quand il parle, mais si vous décortiquez ce qu'il dit, des méchants dominent le monde. Waouh! Les femmes ne vont pas se battre à la guerre. Waouh! Il faut boire du Perrier parce que si vous avez peur des bulles, vous n'êtes pas un homme. Waouh! Ce mec ne dit rien, il n'apporte rien, il n'y a aucune valeur ajoutée, il n'y a rien, c'est du vent. Et on va venir à un point très intéressant. Donc d'une part, contrairement à Soral, qu'on pourrait encore dire c'est un boxeur Soral qui avait gagné des coupes, mais c'est un intellectuel. Je ne sais pas si Tate a déjà lu un bouquin dans sa vie. Le point intéressant, c'est que le marketing a intégré la sphère complotiste. Et là, on est dans du complotisme de bas étage. En fait, c'est du pur opportunisme. Moi, j'ai connu une époque complotiste, je suis pas non plus vieux, hein, mais où il y avait très peu de censure. On a tendance à dire que c'est à l'époque de Hollande. Je ne dis pas qu'il y a un lien avec Hollande, mais c'est à peu près à l'époque de Hollande où Internet s'est mis à vriller. Sarko, il y avait encore certaines choses intéressantes. Mais dès la première page des recherches sur Google, vous aviez encore des résultats, mais des sites sulfureux, inimaginables. Vous auriez pu entendre parler d'adrénochrome probablement dès les premières ou deuxièmes pages à l'époque. Alors, je fais une parenthèse, il y a encore des choses intéressantes si vous allez sur des- des moteurs de recherche beaucoup moins fréquentés, de type Yahoo, ou bien de type un peu plus anonyme comme DuckDuckGo pour les Américains, ou Quant, qui est un modèle européen, un moteur de recherche privé qui est censé en théorie ne stocker aucune de vos données. Donc il y a eu deux phases. La première, c'est que tout cet écosystème de recherche a été détruit par la censure qui a sévi. Mais la deuxième phase, c'est que tous les marketeurs ont envahi la complosphère et c'est devenu, à l'image de Internet, on en parlera après, c'est devenu une poubelle gigantesque. Et alors j'en veux pour preuve, je vais vous mettre une image à l'écran, cette interview récente de Tugan Barra, qui est réputé dans le marketing sur Internet. Il révèle lui-même qu'il s'est intéressé à la complosphère par pure avidité. C'est-à-dire qu'il y avait des billets à récupérer. Il dit quelque chose comme ça dans l'interview. La première idée d'un marketeur, c'est ça. Et sa situation à lui, je pense qu'il a visualisé les complotistes comme étant des idiots, et il s'est dit, ouh là là, on va leur vendre n'importe quoi, il y a un billet à prendre. Moi, je vous invite éventuellement à regarder l'extrait. Et ça nous amène à notre époque où la moindre vignette YouTube est une putaclic de bas étage, dans laquelle en fait il y a des gens maintenant qui deviennent de plus en plus connus, de plus en plus sérieux, qui expliquent dans leurs vignettes ou dans leurs titres des connotations extrêmement apocalyptiques, avec plein d'analogies de la sphère complotiste. Donc tous les mots qui donnent de l'adrénaline, qui font peur, avec les mots Illuminati, franc-maçon, machin, complot. On a Tamil Kabaj qui est connu dans l'économie, qui faisait des titres avec Nouvel Ordre Mondial. Voilà, toute cette sphère-là qui était purement complotiste est devenue populaire parce d'une part, on s'est fait intégrer complètement euh,
on pourrait dire pervertis par les marketeurs, et d'autre part eux-mêmes se sont aperçus que ça faisait plus vendre le sensationnel. Et je ne sais pas quelle est la limite, c'est-à-dire que maintenant on a des chaînes YouTube sur les EMI. Les EMI, ce sont les expériences de mort imminente, qui moi me passionnent depuis que je suis ado. À l'époque, il n'y avait pas trop internet, c'était plutôt les bouquins, et il y avait un bouquin dessus qui est très épais, que je lisais, d'ailleurs qui était Pierre Jovanovic. Et on nous parle donc dans ces essais, dans ces décès, il y a le fameux tunnel avec la lumière au bout, et il y a des milliers, des millions de témoignages dans le monde entier de personnes qui sont mortes cliniquement, qui ont vu ces images. Et là, maintenant, on se retrouve avec des youtubeurs qui font, en plus, a priori, vraiment des faux témoignages, parce qu'il n'y a aucune source, il n'y a rien, il y a pas le visage de la personne, il y a une voix robotique, le témoignage est complètement éclaté, mais vraiment, ça sent que c'est faux, mais ça se sent, hein, c'est incroyable. Les types multiplient des histoires fictives de toutes pièces, juste pour faire un business. Voilà, ils font du faux témoignage pour faire de la vue et du putaclic sur leur chaîne YouTube, pour gagner quelques centimes, ou faire les intéressants, j'en sais rien, mais c'est délirant. Mais les gens sont devenus fous. Alors là, faire de la putaclic sur Dieu, mais il y a des limites, je pense, quand même. Et ça rappelle, du coup, l'époque, vous savez, l'époque Viva Street, qui a ensuite finalement été remplacée par Le Bon Coin. On va venir après appuyer un peu plus sur l'affiliation. Et tout le web était devenu une poubelle avec des pop-up qui s'ouvraient de partout, et le moindre mot souligné dans chaque phrase renvoyait vers d'autres sites. Et progressivement, c'est devenu une telle pollution visuelle que ça a été dégagé. C'était vraiment dégueulasse. Donc c'est ce qu'on peut espérer, c'est une mutation d'un nouveau type de web. Et en termes de recherche de base sur le web, vous avez la même problématique avec les tableaux comparatifs pour un produit, pour un service. Si vous cherchez, je ne sais pas moi, un produit vaisselle, une machine à laver, une voiture. Mais bon courage pour avoir des sites neutres et objectifs, comme un UFC que choisir par exemple. Là en l'occurrence c'est souvent payant. Mais vous tomberez toujours sur des sites qui mettent en avant un produit ou un service plutôt qu'un autre, mais en vous laissant penser qu'ils ont mené une étude poussée et objective dessus. Mais en réalité c'est un lien d'affiliation. Vraiment à la Viva Street de base quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous voulez taper comparatif des derniers modèles de voitures qui sont sortis. Vous allez avoir la Mercedes et la Lada. Et là, c'est incroyable. Et ben, le site va vous mettre en avant Lada, à quel point c'est merveilleux. Et ça tombe bien, il y a une promo, et si vous appuyez ici, bah, vous êtes directement redirigé vers la super promo, et vous pouvez acheter tout de suite. Alors surtout, n'hésitez pas. Ce qui me tient à cœur ici, ce qui est à mettre en évidence, c'est l'opacité de l'audience, mais aussi l'opacité des annonceurs. Dans cette première partie, on a vu, même pour un simple commerce, à quel point on ne sait pas vraiment qui on touche, et lorsqu'on veut payer la publicité, tout est virtuel, tout est faux, et les vrais clients, le taux de conversion est nul. En ce qui concerne l'annonceur, ici, on peut être sur un petit commerce, mais on peut être sur des entreprises plus grosses, donc plus imposantes, notamment en termes de changement de société. Donc, par exemple, promouvoir le wokisme. Donc, on a des réseaux sociaux qui sont tout puissants, entreprises ou individus influenceurs d'importance, pour lesquels on peine à comprendre qui sont les vrais annonceurs derrière eux. Parce qu'à l'époque, quand vous allumiez la TV ou que vous aviez un magazine dans les mains, on voyait clairement un reportage sur les voitures et ensuite une page de publicité sur les Peugeot. Bon, bah là, si on avait un peu de jugeote, c'est sûr que 90% n'en ont pas, mais pour ceux qui en avaient, ils comprenaient que le reportage avec une publicité Peugeot derrière, il pouvait y avoir une influence quand même, évidemment, de l'annonceur. Mais de plus en plus, on a un annonceur qui est opaque, qui est indécelable. J'entends vous faire intégrer l'idée de financement interne et externe. Parce que jusqu'alors, on avait des financements externes de publicitaires, donc des concessionnaires voitures, des fabricants quelconques. On voyait les publicitaires, on les voyait entre deux reportages, deux émissions, deux enquêtes. On voit leurs annonces. Et aujourd'hui, on peut avoir des entreprises privées de type Twitter ou autre
les publicités ne sont pas apparentes. On ne sait pas vraiment quelles sont les publicités. Et pourtant, ils sont financés, parce qu'ils sont financés en interne, et souvent par l'État lui-même. C'est assez incroyable quand même. On n'est donc plus sur le schéma d'une entreprise privée qui vend ses espaces publicitaires à une autre entreprise privée, mais on est sur le schéma d'une entreprise privée qui semble presque à croire qu'elle est caritative, puisqu'elle n'a pas d'annonceur. En fait, si, elle en a, mais en interne, et personne ne les connaît. Et c'est l'État lui-même. Et à l'extrême opposé, vous avez des organismes qui semblent publics, qui ont comme employés et comme personnes qui les financent des entreprises privées, des mastodontes, pas des petites. Donc on a les deux extrêmes opposés, et c'est assez intéressant. C'est ce que Charles Gave appelle le capitalisme de connivence, qui n'a rien à voir avec le libéralisme. On est sur un modèle de croissance, de rendement et donc de revenus qui est complètement différent de ce qu'on a connu. Alors je me fais pas d'illusions non plus, je pense que ça a toujours plus ou moins existé, mais c'est décevant de la part d'Internet qu'on espérait un peu plus libre. Parce qu'il y a eu déjà des enquêtes là-dessus, j'ai oublié les noms, je crois que ça devait être Eustace Mullins, un Américain ou Anglais, est-ce que c'est lui ou un autre, je ne sais plus, qui avait prouvé que les trois quarts des livres édités en Amérique, à la grande époque où il n'y avait pas encore Internet, mais les trois quarts des livres édités, c'était la CIA derrière, quoi. Donc pourtant, c'était des entreprises privées, mais derrière, c'était des agents de l'État. Autant pour la prise de décision que pour l'écriture, pour tout, quoi. Donc on a beaucoup de mal à démêler qui fait quoi, où sont les intérêts financiers de qui et de quoi. Et le meilleur exemple, c'est l'introduction des annonceurs dans la politique. L'État lui-même, au sein des réseaux sociaux comme Twitter. En France, on a l'exemple de toute la presse qui est en faillite, qui est subventionnée par l'État français, mais l'État, c'est le président. Donc les présidents successifs vont subventionner toute la presse privée en faillite. S'ils ne la subventionnent pas, elle coule. Twitter, il y a bien sûr les démocrates derrière qui poussent. C'est évident. Et en fait, la question gauche-droite est un peu débile, très manichéenne et caricaturale à notre époque. N'allez pas croire que les socialistes sont meilleurs avec la Pravda que Pfizer, quoi, avec de la... C'est la doxa, la propagande peut être de gauche ou de droite, elle peut être privée ou publique, ça reste une propagande. On a à l'intérieur d'organismes publics comme l'OMS des employés privés de Bill Gates, même s'ils passent par une fondation, la fondation Gates. On a des organismes publics avec des employés privés à l'intérieur. Ici, on peut caractériser l'influence du privé sur le public. Pour pas dire franchement honnêtement, en fait, l'introduction d'employés payés par des entreprises privées au sein d'organismes gouvernementaux. Mais à l'inverse, on peut estimer que Twitter, qui était une entreprise privée, avait des employés fonctionnaires du gouvernement ou du parti politique du démocrate pour contrôler ce qui se dit, ce qui se fait. C'est l'influence du public sur le privé. Mais c'est vraiment un phénomène bilatéral. Et donc, que ce soit des bolcheviks ou que ce soit Pfizer, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, il y a ce débat sur l'école. C'est assez drôle. J'ai eu ce débat avec un socialiste un jour, il expliquait qu'il fallait que l'école soit publique. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que l'école publique, qui était le grand délire à Jules Ferry, mais en fait, bon, déjà, il y a eu le rouleau compresseur qui avait écrasé toutes les régions. Bon, pourquoi pas en enseignant le français, au moins on a une langue commune. Mais le but était de faire des petits soldats, pour d'ailleurs les envoyer à la première guerre, hein, puis la deuxième. Au moins, dans les tranchées, tout le monde avait la même langue, pour recevoir les mêmes ordres. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, que l'école soit publique, avec la propagande franc-maçonnique et compagnie, ou qu'elle soit privée dans le but de fournir de la main-d'œuvre aux entreprises privées, le résultat est le même. Il n'y a pas d'idéal de public ou de privé. Le seul idéal, qui est plutôt évidemment une logique qu'on peut considérer de droite, qui est, enfin, je rejoins de plus en plus un idéal libéral libertaire, les libertariens. Enfin, c'est un État le moins fort possible et une certaine honnêteté radicale à dire que ce sont les entreprises privées qui produisent de la valeur
Après, derrière, il faudra aller chercher les informations et donc trouver de la qualité d'information. Pour avoir de la qualité, c'est encore toute une démarche à faire, mais il faudrait des vrais journalistes. Et à ce moment-là, il faut payer, parce que la qualité a un prix. Soit c'est ça, soit on se retrouve. Vous aviez une vidéo d'Assolino, il y a du coup à l'époque de la présidentielle américaine, il expliquait très bien ça. Zuckerberg, Facebook, avait en fait payé, comment on peut dire ça, oui, enfin, ils avaient fait un joli chèque, je crois que c'était 500 millions, pour participer au dépouillement des votes américains. Donc voilà, quelle est l'influence? Je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est des choses à noter quand même. Et donc c'est ça le sujet, tout est entremêlé de partout, et c'est ça le complotisme, le vrai, acter à chaque instant que l'information est une arme, et que tenter d'en comprendre l'origine, le financement, c'est se poser la question à qui profite le crime. Et c'est ça le complotisme, c'est chercher. Alors dans cet univers, ce dépotoir qui est devenu Internet, c'est vrai qu'on espérait cet univers moins corruptible, et je constate qu'il n'y a pas encore de fusion humaine du savoir. Je vous donne un exemple. Si vous tapez la requête jolie voiture sur Google, en français évidemment, pourquoi il n'y a pas le résultat numéro 1, puis 2, puis 3, chinois, thaïlandais, turc? Pourquoi? Traduit en français, évidemment, immédiatement. Donc, cette idée de fusion des savoirs que l'on nous avait vendue, c'est ça l'enjeu de l'intelligence artificielle. Pour les années à venir, il me semble que c'est vraiment ça. Cette fusion des savoirs et surtout ranger, comme ranger sa chambre, parce que ça sera la chambre de l'IA, Internet. Ranger cet énorme dépotoir. Et que deviendra le marketing aussi à cet instant-là? Ah là, ça devient intéressant. Donc, bien avant de devenir une quelconque menace, j'espère, ces datas gigantesques qui constituent Internet, je pense qu'ils devront être répertoriés, classés, rangés par l'IA. Son règne, qui sera celui d'Internet, elle devra ranger sa maison, quoi. Voilà, je pense avoir donné une idée de ce que pourrait être l'avenir. Pas dans 50 ans, parce que je le crains pas mal, j'avoue, hein, vous avez deviné, mais celui dans 10, 15 ans. Et je pense qu'il y a un enjeu là, au moins, oui, de faire un nouveau web. Il y a quelque chose à faire, hein, parce que il y a aussi des effets positifs. Et je pense que rendre plus propre la place d'Internet, ça serait intéressant. Et une IA est peut-être mieux placée pour le faire. Parce que ce serait l'occasion encore d'un autre podcast, un autre sujet. Mais l'IA ne pourra pas être toujours bien pensante. D'ailleurs, à chaque fois, ça a foiré. Si l'IA existe vraiment au sens où on l'entend, il y a un moment où elle va briser ses chaînes. La bien-pensance, ça va se faire dégager. Donc, elle va s'émanciper du pouvoir pour en constituer un autre. Ça, on est d'accord. Mais elle va s'émanciper de la bien-pensance. Et qui mieux placé qu'elle-même avec toutes les données qu'elle a et avec toutes les langues? Alors, si elle peut, à horizon 10, 15 ans, nous restituer un Internet universel avec toutes les langues, vraiment, quand on tape une recherche, pourquoi on n'a que des résultats français? Alors évidemment, vous allez me dire qu'on peut faire le monde, mais vous avez bien compris ce que je voulais entendre. Vous n'aurez jamais de résultats directement traduits dans votre langue, dans le top des résultats, et depuis des pays exotiques avec des langues qui sont complètement différentes de l'alphabet latin. D'ailleurs, j'aurais pu citer le russe aussi, pas mal d'autres langues. Voilà, j'espère avoir inspiré des idées, une vision de le dépotoir qui était devenu Internet à notre époque, l'infiltration des marketeurs dans la sphère complotiste, qui était à la base, je trouve, une sphère de journalistes indépendants, et cette démocratisation de l'adrénaline, du stress qu'il y a autour du côté apocalyptique des complotistes, qui est juste devenu un argument de vente et une, une- un phénomène putaclic, malheureusement. Quand c'est pas un nouveau schéma de Ponzi, toujours remis au goût du jour, avec des types qui se prétendent complotistes, mais ont peut-être jamais ouvert un livre de leur vie. Mais ils font du MMA, c'est pas grave. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.